Avant de passer la parole à Kapay, je souhaite partager quelques, quelques faits. Il travaille au sein du secrétariat sur la convention, de la Convention sur la diversité biologique. Il a également travaillé à l'OMPI en 2013 et 2014 et il était officier juridique dans le Saïmara en 2016 et 2017. De plus, il était membre de la Red NSS, donc un réseau pour les jeunes autochtones en Amérique et dans les Caraïbes. Il était coprésident du caucus jeune en 2017 et 2018. Kapay a étudié le droit à l'université de Mayor de San Andrés. Il est détenteur d'un master de l'université de Séville. Il a également un doctorat dans la spécialisation du droit autochtone de l'Université d'Arizona. Kapay, c'est un honneur que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être joint à nous et vous avez la parole. Merci beaucoup de cette introduction. Et de m'avoir cédé la parole. Je vais partager mon écran pour commencer. Si vous pouvez confirmer que vous voyez bien mon écran. Oui, tout à fait. On le voit. Parfait. Tout d'abord, je vais m'exprimer dans ma langue autochtone. Permettez-moi de remercier, de féliciter les 10 lauréats, les peuples autochtones et les communautés locales de cette édition du prix Équateur. Le niveau de candidats, le nombre de candidats témoigne de l'excellence de votre travail. Cela démontre également les exemples concrets de la contribution des peuples autochtones et des communautés locales afin d'atteindre les différents objectifs de la Convention, à savoir la conservation, la préservation et le développement durable, l'utilisation durable et une répartition équitable et juste des ressources naturelles. Vous nous rappelez des liens entre la culture et la nature et la manière dont nous pouvons vivre en toute harmonie avec la nature. C'est un honneur pour nous, en tant que secrétariat de la Convention, de vous écouter, de vous entendre et d'apprendre de vous, les peuples autochtones et les communautés locales, à cette heure critique. Comme vous l'avez compris, les négociations du cadre pour l'après 2020 sont en cours. Lors de cette présentation, je vais vous présenter la Convention, les grandes lignes de cette Convention sur la diversité biologique, la CBD. Je vais également parler du groupe de travail sur l'article 8J. Nous aurons une vue d'ensemble s'agissant de différents outils qui ont été élaborés par le groupe de travail et je vais faire le point s'agissant du nouveau cadre mondial sur la biodiversité pour l'après 2020. En ce qui concerne la convention pour commencer, la convention ou la CBD, il s'agit d'une convention contraignante mondiale pour montrer les différents principes pour les gouvernements internationaux sur la biodiversité. La CBD a été signée lors du sommet mondial à Rio en 1992 et est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. À l'heure actuelle, il y a 196 États partis à la CBD. Il s'agit d'un consensus mondial pour couvrir les différents aspects de la biodiversité. En même temps, il s'agit d'une plateforme pour l'adoption d'actions précises, c'est-à-dire des mécanismes de tangibles et d'autres outils pour atteindre les différents objectifs. Les parties à la CBD déterminent la manière dont ces différents objectifs et les lignes directrices doivent être mises en œuvre selon les situations nationales. Il y a 3 objectifs: à la promotion de la préservation, l'utilisation durable de la biodiversité et un partage équitable et juste des différents avantages des ressources naturelles. Il y a 3 objectifs en ce qui concerne les peuples autochtones. Les différents articles sont pertinents s'agissant des questions autochtones.
À titre d'exemple, il y a des références précises aux peuples autochtones et aux contributions des communautés locales. Il s'agit de l'article 8J, savoir traditionnel, article 10, l'utilisation durable et coutumière de la diversité biologique, article 17, échange d'informations y compris le repatriement, article 18.4, coopération technique et scientifique y compris les technologies traditionnelles et autochtones. En ce qui concerne maintenant le groupe de travail sur l'article 8J, pardon, j'ai un autre écran, c'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de me tourner la tête. La COP, il s'agit de l'organe au summum de cet écosystème. Les différentes conventions sont des conventions cadres et il faut davantage d'élaboration afin de fournir des normes et des lignes directrices d'orientation pour les parties prenantes et pour les États parties s'agissant de l'utilisation et la gestion de la diversité biologique. Lors de la COP 4, il a été décidé qu'un groupe de travail ad hoc serait mis sur pied afin de se pencher sur les différentes dispositions de l'article 8J. Le groupe de travail 8J a le mandat suivant: fournir des conseils à la COP s'agissant de l'article 8J et ses dispositions, des conseils sur le renforcement de la coopération entre les peuples autochtones et les communautés locales et faciliter la mise en œuvre de différentes missions prioritaires de la COP et du groupe de travail. En 2000, le groupe de travail sur l'article 8J s'est réuni pour la première fois à Séville, en Espagne, entre 2018 et 2019. Ce groupe s'est réuni 8 fois et son travail a été d'une aide précieuse pour la COP, notamment dans la protection de la nature et le renforcement et l'augmentation de la participation des peuples autochtones et des communautés locales dans les différents processus. Parmi les différents points culminants, parmi les différents mécanismes qui ont vu le jour, nous avons certains mécanismes qui sont enregistrés au nom des peuples autochtones et communautés locales. Un programme de développement et de renforcement des capacités a vu le jour. Il existe également un mécanisme de financement volontaire pour la participation autochtone au sein du processus sur la CBD. Nous avons également d'autres subventions et d'autres canaux de participation pour les représentants autochtones et de communautés locales. À titre d'exemple, on peut nommer un représentant autochtone ou de communauté locale à être coprésident ou même président dans des différents groupes. On peut également mettre en place des sous-groupes de travail avec une présidence autochtone. Et enfin, les peuples autochtones et les communautés locales ont le droit de prendre la parole sur à propos de tous les différents points à l'ordre du jour. Un commentaire à cet égard, après la COP 15 qui aura lieu l'année prochaine au mois d'avril, il y aura une discussion s'agissant de l'avenir ou de futurs travaux de ce groupe de travail sur l'article 8J et les arrangements institutionnels. En ce qui concerne le groupe de travail, les objectifs seront déterminés. Les nouveaux arrangements avec 3 options différentes. Soit on le garde en tant que groupe ad hoc, soit une instance permanente verra le jour, soit on intégrera des peuples autochtones et des communautés locales dans les différents organes. La COP a demandé à ce que le groupe facilite les arrangements pour la conférence des parties et différents arrangements ont été passés en revue. L'intégration de l'article 8J et d'autres questions autochtones dans la Convention. On peut conserver, comme j'ai déjà
évoquer le groupe de travail en tant que groupe ad hoc ou cela peut devenir un groupe permanent. Le Forum international sur la diversité biologique a été établi en 1996 pendant la conférence des parties à Buenos Aires, en Argentine. C'était un c'est un caucus qui se réunit avant la COP. Lors de ces réunions, nous entendons les différents coprésidents et la vidéo que vous avez vue, c'était le coprésident actuel. L'idée est de donner une voix aux peuples autochtones et aux communautés locales pour qu'ils puissent éplucher les différents documents en amont de la réunion, mais également déterminer leur position. L'IFB sélectionne les différents représentants, non seulement pour la coprésidence de cette session, mais également pour le caucus. Une déclaration conjointe est énoncée lors de la session plénière du groupe de travail à l'IFB, où le Forum international et autochtone sur la diversité biologique a pris plusieurs décisions, notamment une décision très importante lors de la COP 5. Je passe à la diapositive suivante et je vais parcourir les différents résultats du travail du groupe de travail. Nous avons différentes obligations qui ont été mises sur pied. Nous avons certains principes et certaines lignes directrices pour la mise en œuvre de l'article 8J au niveau national. Cette approche et ces résultats sont basés sur des discussions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail. Pour commencer, nous avons les lignes directrices facultatives s'agissant de l'évaluation de l'impact social, environnemental et culturel. Ce sont les lignes directrices Aquecon et ces lignes directrices se réfèrent à l'utilisation des terres, de territoires et des eaux autochtones. Ensuite, nous avons également le code d'éthique de Takahiwarewi afin d'assurer du respect pour l'héritage ou le patrimoine intellectuel et culturel des peuples autochtones et des communautés locales. Nous avons d'autres codes de conduite déontologiques qui ont vu le jour afin de respecter l'utilisation et la pratique liée au savoir traditionnel des peuples autochtones dans le cadre de la protection de la diversité biologique. Nous avons également un plan d'action sur l'utilisation durable et coutumière de la diversité biologique. Cela est lié à l'article 10C au niveau national, local et international avec la participation pleine et efficace des peuples autochtones et des communautés locales dans la mise en œuvre de ce plan. On a les lignes directrices volontaires, donc facultatives, Maud Kukstal, pour les savoirs traditionnels, l'accès et le partage des bénéfices ou des avantages, y compris le consentement libre, préalable et en toute connaissance de cause, une participation, une implication ou même une approbation nécessaire de la part des peuples autochtones et des communautés locales afin d'accéder aux savoirs traditionnels et les pratiques, un partage équitable et juste des savoirs ou des avantages ou des bénéfices tirés des savoirs. Cinquième résultat, les lignes directrices facultatives pour le repatriement des savoirs traditionnels et ce de manière durable. L'objectif de ces lignes directrices est de faciliter le repatriement des savoirs traditionnels des peuples autochtones et des communautés locales qui incarnent les modes de vie autochtones, y compris les savoirs traditionnels et qui sont complémentaires ou conformément à l'article 8J, l'article 17 de la Convention. Et encore une fois, ces différentes orientations ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité ou la diversité biologique. Ensuite, passons au cadre mondial sur la diversité biologique.
De quoi s'agit-il? Nous avons déjà eu 2 plans stratégiques pour la diversité biologique. Le premier était entre 2002 et 2010 et deuxième entre 2011 et 2020, adopté lors de la COP 10 à Nagoya. En ce qui concerne le calendrier, entre 2010 et 2020, la COP 14 en 2018 s'est penchée et a adopté une décision pour un troisième plan stratégique, à savoir un processus participatif pour élaborer un plan 2021-2030 ou le cadre mondial pour l'après 2020 sur la diversité biologique. C'est le cadre dont notre orateur dans la vidéo a parlé. Un groupe de travail a été mis sur pied afin de se pencher sur ce cadre. C'est le groupe de travail pour l'après 2020 pour avancer et préparer l'adoption du nouveau cadre. Ce groupe de travail s'est réuni 2 fois depuis l'adoption de ce plan et la troisième réunion sera divisée en 2 parties. Il y a eu une première partie entre août et septembre de cette année et la deuxième partie de cette réunion aura lieu au mois de janvier de l'année prochaine. La première ébauche du cadre comprend 4 objectifs sur le long terme d'ici 2050 avec différents jalons entre maintenant et 2030 et 21 objectifs. Lors de la troisième réunion au mois de janvier, ces points seront évoqués. En ce qui concerne ce cadre pour l'après 2020, il serait adopté lors de la deuxième partie de la COP 15 qui aura lieu au mois d'avril et mai l'année prochaine en Chine. Alors, comment est-ce que les peuples autochtones et communautés locales participent-ils dans ce cadre de la Convention de la diversité biologique? Alors, on a demandé à ce que le secrétariat offre un soutien aux communautés locales et peuples autochtones pour qu'ils puissent participer de manière efficace à la Convention, notamment dans le cadre post-2020. Il sera adopté et ce sera un jalon pour vivre en harmonie avec la nature. Le cadre de post-2020 est l'un des outils internationaux pour arrêter le déclin et la disparition de la biodiversité et un outil pour le changement pour le combat contre le changement climatique et le développement durable. Il y a différents articles, et notamment il y a différents groupes de travail. Et les peuples autochtones et communautés locales soutiennent un agenda transformateur ambitieux pour la biodiversité. Ces 2 dernières années, le secrétariat d'autres institutions ont organisé 3 dialogues thématiques. Le premier s'est tenu du 17 au 18 novembre 2019. Le deuxième s'est tenu de manière virtuelle en décembre 2020 avec les participants des communautés locales et peuples autochtones. Le but était de parler du cadre de suivi et des indicateurs, ainsi que des résultats du premier groupe de travail. Et le dialogue le plus récent, le troisième, s'est tenu en août cette année. Le troisième dialogue a vu 27 organisations autochtones et 31 gouvernements, 10 agences de l'ONU et différentes institutions. Plus de 300 participants au total. C'était une opportunité pour que les peuples autochtones et communautés locales, ainsi que les représentants des partis et gouvernements, pour qu'ils puissent échanger
sur les développements du cadre post-2020, y compris la première ébauche. Ils se sont particulièrement intéressés aux savoirs autochtones, mais ainsi que les utilisations traditionnelles, la contribution des peuples autochtones communautés locales pour la conservation, notamment des territoires, la participation équitable, objectif 21, et le partage des bénéfices dans le cadre de différents objectifs. Le CDB a mis en place un fonds volontaire pour contribuer à la participation des peuples autochtones et communautés locales et leurs représentants. En 2020, le fonds volontaire a soutenu 14 représentants de communautés locales et populations autochtones pour qu'ils participent à la première réunion du groupe de travail à Rome en février 2020. Cette année, le fonds volontaire a été étendu afin de faciliter la participation en ligne de représentants de peuples autochtones et communautés locales. Pour le groupe de travail qui s'est tenu en août et septembre 2021. 7 représentants se sont vus offrir du soutenu, notamment avec un équipement pour faciliter également leur connexion à Internet. La dernière réunion du groupe de travail a réuni plus de 150 personnes des populations de communautés autochtones et d'organisations gouvernementales. L'année prochaine, en janvier, il y aura un autre groupe de travail et donc il y aura le financement pour la participation des peuples autochtones. Donc nous allons passer au résultat de la première partie de la COP 15. La COP a décidé que la COP 15 se déroulerait en 2 parties, du 11 au 12 octobre en ligne, avec très peu de personnes sur in situ en Chine. La conférence des parties a donné le contexte pour l'adoption du cadre post-2020 et la deuxième partie se tiendra en avril l'année prochaine. Les résultats de la COP 15 incluent l'adoption de la déclaration par le segment à haut niveau. Les pays se sont engagés à contribuer au cadre effectif. Le 5e paragraphe demande à la communauté internationale d'améliorer l'efficacité et la couverture des zones de conversion et qu'ils reconnaissent le droit et l'efficacité des peuples autochtones et communautés locales et qu'ils assurent leur participation. Fin de citation. Et il y a également eu l'établissement de la Convention de la diversité biologique par le gouvernement de la Chine. C'était un autre jalon, pardonnez-moi. J'ai comme l'impression que... Bref, pardon. Là, je voulais, pour conclure, pour le secrétariat remercie le programme de développement de l'ONU d'avoir organisé cette édition du prix Équateur. Pour le secrétaire, votre engagement envers les peuples autochtones et communautés locales montre la reconnaissance de leurs travaux et de leurs contributions pour le cadre post-2020, notamment en lien avec l'objectif de vivre en harmonie avec la nature. Et il est clair que les réponses pour la nature dépendent de la contribution et du leadership de peuples autochtones et communautés locales dans le cadre de la conservation de la biodiversité et de la diversité biologique. Merci infiniment pour cette incroyable présentation. Je suis désolée, j'ai mal prononcé votre nom au début. Je vous présente mes excuses. Et avant que nous donnions la parole aux participants, s'il y a des questions, des commentaires pour Kapaka, j'aimerais simplement souligner avant que Teresa a mis quelques liens dans le chat. Ils peuvent être utiles, notamment avec le site du cadre post-20, la première ébauche, le rapport du premier dialogue
ainsi que le site du fonds volontaire. Et étant donné que ce chat va disparaître puisque nous allons conclure cette réunion, je vous encourage, si vous êtes intéressé, à aller sur ce site, à cliquer sur les liens dès maintenant afin qu'ils restent ouverts dans votre ordinateur. Merci également d'avoir partagé le lien, Teresa. Si vous avez des questions, des commentaires, contributions, nous avons 10 ou 15 minutes pour les commentaires et les questions. While our winners and others here are Pendant que thinking, nous attendons que les lauréats réfléchissent à leurs questions et leurs contributions, j'aimerais poser une question à Kappa. Kappa, est-ce que vous pourriez parler de la manière dont les peuples autochtones et communautés locales peuvent avoir accès aux fonds volontaires for participation, yes. pour la participation? Oui. Oui, bien sûr. À vrai dire, le processus, il est assez simple. Somme toute, il est ouvert maintenant. Il ne reste que 2 semaines avant la clôture. Je vais ouvrir mon calendrier. La clôture, oui, pour le fonds volontaire, c'est le 26 novembre. Donc, il reste quelques jours, une semaine environ, pour candidater. Si vous êtes déjà accrédité dans le cadre de la CDB, vous pouvez candidater. Si vous êtes nouveau, eh bien, il va falloir vous faire accréditer. Vous pouvez faire les deux. Demandez votre enregistrement à la réunion et l'accréditation au sein de l'organisation. Et ensuite, vous pouvez candidater pour le fonds volontaire. Jusqu'ici, on a eu différentes organisations de peuples autochtones et communautés locales qui sont enregistrées. Il y a de la flexibilité pour vous enregistrer, différentes modalités. Teresa, c'est elle qui gère l'accréditation et l'enregistrement des peuples autochtones et communautés locales, donc n'hésitez pas à la contacter. À nouveau, la seule chose, c'est que si vous n'êtes pas accrédité, il faut que vous vous accréditiez en même temps que vous candidatez pour le fonds volontaire. Si vous êtes déjà accrédité, vous n'avez qu'à remplir le formulaire et le transmettre aux communautés des peuples autochtones et communautés locales qui vont sélectionner les bénéficiaires. J'aimerais simplement rajouter un élément. Teresa a également posté le lien. On a publié un manuel cette année dans lequel il y a toutes les informations que j'ai évoquées aujourd'hui, mais d'autres informations également pour candidater. Et on est en train de le traduire en espagnol et bientôt, nous allons pouvoir donc vous donner le lien en espagnol. Merci Teresa. Et grâce à ce lien, vous aurez accès à toutes les informations sur les programmes et notamment quelles sont les prochaines étapes pour le cadre post-2020. Voilà. Excellent. Thank you. This is so useful. Super, merci beaucoup. C'est vraiment utile. Pour ce qui est de l'accréditation, c'est un processus qui prend du temps. Je sais que pour différentes institutions, ça prend plus ou moins de temps pour l'accréditation. Est-ce que vous pourriez en parler? Alors, oui, si on compare à d'autres processus, effectivement, c'est assez rapide. On le reçoit et on doit toujours l'envoyer à notre équipe juridique. Et si vous voulez participer à la prochaine réunion en janvier, faites l'accréditation. C'est décembre 26, le 26 décembre, pardon, pour l'accréditation. Et bien sûr, plus on approche du mois de décembre, plus on va avoir de candidats, j'en suis convaincue. Donc, ça va être un problème. N'hésitez pas à candidater au plus tôt, afin que nous puissions revenir vers vous au plus tôt. Merci, c'est une information extrêmement précieuse. Merci, Capac. Merci, Teresa. Et on va partager des informations avec tous les gagnants du prix Équateur. On va bien entendu partager tout cela avec vous. Merci beaucoup de votre contribution. J'ai d'autres informations.
à partager avec vous. La réunion en janvier, elle se tiendra in situ. Mais il y aura également des discussions qui seront diffusées. Donc, si vous voulez, vous pourrez les écouter, ces discussions, sur Interactio. Cela vous permettra d'avoir accès à l'interprétation et à faire partie de la réunion. Vous ne pourrez pas prendre la parole, mais vous pourrez participer à la réunion. La plateforme des communautés des peuples autochtones et communautés locales seront ravis également de communiquer avec les organisateurs du prix Équateur. Il y aura probablement un caucus préparatoire et vous êtes les bienvenus. Et pour vous, pour que vous puissiez parler, faire du réseau, discuter avec d'autres organisations, vous préparer, c'est vraiment une bonne initiative. Merci infiniment, Kabak. C'est très utile. Sachez que Teresa a mis dans le chat son adresse email ainsi que l'adresse de Kabak. Donc, si vous avez des questions sur la manière dont vous pouvez être accrédité et candidater au fonds volontaire, vous pourrez leur écrire un email. Mais de notre côté, nous allons également faire passer ces informations à vous toutes et tous avec tous les liens utiles. Et nous espérons que vous allez pouvoir respecter les dates butoirs le 26 novembre. Donc, c'est bientôt, mais vous avez quand même du temps pour celles et ceux qui sont intéressés. Vous pouvez encore candidater. Merci encore. S'il y a d'autres questions, plutôt, c'est le moment. Maybe just one additional comment on the voluntary Un fund. commentaire supplémentaire sur le fonds volontaire. La date butoir du 26 novembre, c'est pour la réunion de janvier. Mais il y aura également une notification pour la COP 15 qui se tiendra en avril. Comme vous le savez peut-être, pour la COP, on a plus de communautés, de représentants IPLC avec plus de dialogue. Donc, il y aura la notification pour la COP 26. Donc, gardez l'œil ouvert. Vous avez les dates pour la COP 15. Est-ce que ce sera sur site? Oui. Le 22 avril au 8 mai pour la COP. Et oui, on s'attend à ce que ça se tienne en Chine en présentiel. Du 22 avril au 8 mai. Malheureusement, je crois que c'est également pile au moment de l'instance permanente. Sur les questions autochtones, ouais, qu'est-ce qu'on y peut y faire? Parfois, les agendas internationaux ne sont pas toujours alignés. Veuillez allouer du temps pour la réunion de la Convention sur la diversité biologique. Merci, merci Capac.